présent, on va passer à un autre reportage qui concerne toujours le développement, mais cette fois-ci la construction, puisque le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné le plan de construction de la cité de la justice dans la nouvelle capitale administrative. Donc après ce reportage, on parlera justement de l'importance de cette capitale administrative. Le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné le plan de construction de la cité de la justice dans la nouvelle capitale administrative, ainsi que le développement du système contentieux et l'automatisation des services du ministère de la Justice au niveau de la République, et les efforts pour développer le système du registre foncier. À cet égard, le chef de l'État a dirigé que l'emplacement de la cité de la justice soit à proximité du quartier gouvernemental, du Parlement et du Sénat, de sorte que le symbole des principales autorités de l'État, que ce soit exécutive, législative ou judiciaire, soit intégré sur un seul étendue géographique, afin de consolider les piliers de la nouvelle République avec toutes ses composantes. Le président al-Sisi a également été informé des principaux axes de développement et du système de contentieux, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des bâtiments actuels, des tribunaux dans tous les gouvernorats. De même, le chef de l'État a exigé d'élargir la portée des services de documentation distingués et rapides, ainsi que de doubler le nombre de véhicules de documentation mobile dans les gouvernorats et d'intégrer ces efforts également dans le cadre de l'initiative Vie décente pour développer la campagne égyptienne, surtout dans le secteur des services publics. Pour parler donc de l'importance économique et sociale et même politique de cette nouvelle capitale administrative, nous avons en ligne Dr Bessent Fahmy, économiste. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci madame, c'est mon plaisir. Alors, bientôt approche l'inauguration de cette nouvelle capitale administrative, une capitale qui va changer en quelque sorte l'histoire de l'Égypte et bien entendu qui va couronner cette nouvelle république en Égypte. Comment, dites-nous? C'est vrai, ça c'est vrai, et le monde entier, honnêtement, attend cette inauguration parce que l'Égypte est en train de faire un développement incomparable, inattendu, géant, comme vous voulez. L'Égypte change tout à fait sur tous les côtés la façon de vivre, la façon de diriger les institutions, la façon d'offrir les services, mode de vie des Égyptiens, tout ce que vous voulez, les relations même avec les régions qui nous entourent, relations avec le monde entier. On est en train de construire un nouveau pays et ça c'est vrai. Comme des gens demandent, oui, c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle république. Non seulement parce que les bâtiments sont différents, mais aussi les bâtiments sont des bâtiments intelligents, des villes intelligentes, modernes, comme on appelle state of the art. Et ça, c'est un changement. Tout le monde attend à voir qu'est-ce qui se passe en Égypte. Et si vous voyez ou si vous suivez tous les rapports qui sont écrits par les institutions mondiales, ce qui se passe en Égypte était vraiment inattendu. C'était très bien étudié, très bien appliqué, très bien suivi. Et Inch'Allah, ça va être une grande surprise au monde entier et aux Égyptiens aussi. Parce que ça, c'est un niveau de vie qu'on n'a pas vu. Et c'est très avancé, même en comparaison avec le monde entier. Alors là, oui, c'est une nouvelle capitale, mais en même temps, elle est très sophistiquée, très moderne, très intelligente. Et elle va offrir les services d'une façon tout à fait différente de ce qu'on est habitué en Égypte d'un côté et aussi pour le monde entier. Alors, l'effort qui est fait, les dépenses qui sont mises en place, honnêtement, à mon avis personnel, ils sont très importantes et ça va changer tout à fait la façon de diriger l'économie, la façon de diriger tous les services en Égypte. Et même, vous voyez ici le secteur juridique aussi. Tous les services qui sont offerts en Égypte vont tout à fait changer pour vraiment construire un nouveau pays ou une nouvelle capitale. Alors, un peu d'effort, ça va prendre quelques temps, mais Inch'Allah, avec l'inauguration à la fin de l'année, je pense, on va voir l'Égypte dans une nouvelle forme tout à fait différente.
On l'espère. Expliquez-nous, docteur Passant Fahmi, c'est quoi exactement une ville intelligente? Une ville intelligente qui est faite d'une façon ou construite sur le côté technique, technologique. Tous les, comme on appelle, les moyens de communication sont technologiques. Les papiers ne vont plus exister avec le temps. Tout le monde doit apprendre comment travailler avec la technologie. Et non seulement à l'intérieur ou sur le territoire égyptien, mais aussi avec nos relations avec le monde entier. Le monde change et le côté technique est devenu un côté majeur. Et les villes intelligentes sont des villes dont on va pratiquer ce nouveau genre de vie. C'est la façon de communiquer, comme on appelle, d'achever tous les exercices, que ce soit éducation, santé, culture et même avec les relations avec le gouvernement, ils vont être tous électriquement ou techniquement communiqués. Alors ça, c'est une nouvelle façon, on ne l'a pas vu en Égypte et ça n'existe pas dans beaucoup de pays dans le monde, c'est-à-dire c'est très avancé en comparaison aussi à la région et au monde entier. Et espérons que les jeunes s'habituent à que la nouvelle façon de communiquer, ça va être toujours communication intelligente, technique, très avancée. Ça va très bien de pair avec la plateforme numérique de l'État pour transformer tous les services de l'État en services numériques. Non seulement cela, mais ça coïncide aussi avec les locaux de tous les ministères et de tous les services de l'État qui ont été transférés aussi à la nouvelle capitale administrative. Oui, ça c'est très important, c'est un point très important, mais aussi ça va être relié aussi à tous les gouvernements. C'est le deuxième pas. C'est-à-dire, on va commencer avec capitale, mais après ça, toute communication, tout moyen de, comme on appelle, de communiquer entre les gouvernements, les institutions du pays, ils vont être électroniquement, comme on appelle, conduits. Bon, docteur Passant Fahmi, comment le citoyen ordinaire va pouvoir bénéficier de tous ces services? Ces services, quand ils sont faits de cette façon-là, ils sont faits beaucoup plus vite. Il n'y a pas la bureaucratie, il n'y a pas la corruption, il n'y a pas la perte de temps dans les moyens de transport. Venez demain, passez après-demain, tout ça, ça va disparaître. Alors, il peut faire tous les services dont il a besoin de sa maison. Alors ça va vraiment changer la vie. Et je dis toujours que les jeunes, ils ont un futur vraiment superbe. Parce que ça ne sera jamais de la même façon dont on a vécu. C'est-à-dire les moyens de transport vont être différents, communication différente, même le travail, beaucoup de travaux vont être faits de la maison. On n'a pas besoin de communiquer chaque jour et d'aller au bureau. La vie a tout à fait changé. Ça va être une nouvelle vie intelligente, technologique, très avancée. Et bien sûr, ce sont les jeunes qui vont en bénéficier le plus. Oui, justement, ma question pour les citoyens qui ne sont pas vraiment initiés à la technologie, comment est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier de ces services? Non, c'est facile à expliquer. Parce que quand on a commencé avec le service technique, c'était avec les cartes comment on appelle les témoins? De l'approvisionnement? De l'approvisionnement. Au commencement, les gens disaient comment on va faire, comment on va utiliser. Et à la fin, tout le monde utilise, c'est facile. La technologie n'est pas difficile, mais elle doit être expliquée facilement à tout le monde. Alors moi, je suis sûre que le citoyen modeste même pourra bien sûr bénéficier. Au lieu d'aller chaque jour dans les institutions pour demander ses droits, il peut faire ça de n'importe quelle place, même de sa maison, du café, d'un restaurant, là où il est là. Mais honnêtement, dans le passé, c'était très difficile. On devait prendre des moyens de communication, dépenser beaucoup, passer de main. Et ensuite, ce qui est très important, c'est d'éviter la corruption. Ça, c'est un point très important. Bon, parlant de l'initiative Une vie décente, c'est une initiative, bien entendu, très humaine, mais presque miraculeuse, puisqu'elle va intervenir dans des endroits vraiment très difficiles, non seulement pour y faire accéder l'électricité, le drainage, etc., mais même pour pouvoir y accéder.
cela coûtera énormément d'argent à l'État. Pourquoi est-ce que l'État tient à l'affaire et dans de très brefs délais, et qu'est-ce que cela va apporter à l'État? Si on veut construire un nouveau pays, on doit commencer par les jeunes, les habitants, et surtout les jeunes, le citoyen. Monsieur le Président, depuis qu'il a été élu, il avait une vision très importante sur ce domaine. Il a commencé par les bidonvilles, et c'était un grand succès, honnêtement, grand succès, parce que tout le monde disait comment on va travailler sur ce domaine, c'est compliqué. Mais ça s'est très bien passé. Maintenant, on bouge vers les gouvernorats et les petits villages. Si on ne change pas la vie dans les villages et les gouvernorats, on ne peut jamais avoir un pays avancé qui peut travailler électroniquement, des gens qui peuvent, comme vous venez de mentionner, profiter du nouveau changement, ce qui se passe dans le pays. Alors, nous devons changer la vie dans les gouvernorats, les 27 gouvernorats, c'est-à-dire y compris lequel est Alexandrie aussi. Mais ce qui est plus vraiment sensible, c'est les villages. Parce qu'honnêtement, ces gens qui vivent depuis des décades dans un état, à mon avis personnel, scandaleux et inacceptable. On les a laissés comme ça pour 60 ans. Il est temps de changer leur vie. Oui, ça va être un peu difficile, mais à mon avis personnel, tout le monde s'intéresse maintenant à aider. C'est-à-dire tout le monde essaye de faire les hommes d'affaires, les compagnies, tout le monde essaye d'aider pour qu'on finisse de ce projet-là le plus possible, dans une période acceptable. D'accord. Mais vous avez mentionné un point très important. Où est-ce qu'on va chercher l'argent? Ça aussi, c'est pas compliqué et c'est pas difficile. Moi, je dis toujours, on peut travailler avec le système de crowding finance, comme Monsieur le Président a mentionné il y a quelques jours pour la nouvelle capitale. Il a dit qu'il va lancer la compagnie qui est responsable pour développer une nouvelle capitale à la bourse. On peut aussi former des fonds très diversifiés pour chaque gouvernorat. Peut-être il y a des grands gouvernorats, on peut former 2-3 fonds ou d'autres 4-5 fonds, mais à la fin, on l'appelle crowding finance. Et ces fonds-là peuvent aider à offrir le financement nécessaire pour développer le plus vite que possible ces gouvernorats. Et ça, c'est une façon dont les gens investissent dans ces gouvernorats. C'est-à-dire, ils ne vont pas emprunter le gouvernement, mais ils vont investir dans ces fonds à travers la bourse pour développer ces gouvernorats le plus vite que possible. Parce que je vous assure que chaque gouvernorat en Égypte moi je le vois comme un petit pays très riche. La diversification n'est jamais vue dans n'importe quel pays. Commençant des petits et des moyens et des micro-projets, les artisanats, jusqu'à les ressources naturelles. Alors quand on forme ces fonds, ça va être une façon facile à développer le financement nécessaire pour accélérer le plan et vraiment présenter aux Égyptiens une vie décente. C'est très important de travailler sur ce projet parce que un pays solide ne peut pas être formé sans une population éduquée, bien élevée et qui vit dans une vie décente. Bon, docteur Passant Fahmy, expliquez-nous, s'il vous plaît, ce principe des compagnies étatiques qui seront lancées à la bourse. Par exemple, vous voulez faire un développement touristique dans un gouvernorat. Vous formez un fonds. Vous voyez par exemple que le développement touristique dans ce gouvernorat-là va coûter 500 millions. On forme un fonds de 500 millions, partagé sur des bonds, comme on appelle, ou des shares ou des stocks, chacun à 100 livres. Et on les présente au peuple égyptien et aux étrangers, les investisseurs aussi dans le monde entier. Pour qui voudra participer dans ce genre de développement et il va gagner tel et tel et tel. Il va gagner quand? Quand est-ce qu'il va gagner? Depuis, tout de suite quand les projets travaillent, parce qu'il y a une période qui est la période de développement. Ça, c'est normal. Alors, par exemple, on dit qu'il y a une période de développement de 16 mois, par exemple. Mais après ça, les taux d'intérêt ou le revenu va être tel et tel. Ça existe dans le monde entier. Nous avons aussi la chance d'inscrire ce genre de fonds à Londres, et on l'appelle JDR,
Global Depository Receipt, ou bien aux États-Unis, à New York, American Depository Receipt, de telle façon que les investisseurs aussi dans le monde entier, s'ils veulent participer, ils veulent acheter des stocks dans ces fonds. Ça, c'est une façon de financement connue dans le monde entier, acceptée par tout le monde, parce que moi, par exemple, je veux participer dans un fonds d'agriculture. Vous voulez le tourisme, autre voudra l'éducation, etc. Une longue liste de fonds qui vont être lancés l'un après l'autre au peuple égyptien pour commencer. Et si je peux faire une petite comparaison, vous vous souvenez de ce qui s'est passé